Chers amis, bonsoir. Nous sommes le 19 mars 2025. Vous êtes sur Paix et Guerre. Je suis heureuse de vous retrouver pour une 63e mondoscopie que j'ai intitulée « L'Ukraine au fond de la cour des grands. Les affaires sont les affaires ». Voilà, ça vous donne un peu le ton de ce que je vais vous dire ce soir. D'abord, abonnez-vous, je vous en prie. Appuyez sur la cloche, inscrivez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Rejoignez le cercle des amis de Paix et Guerre si vous en voulez plus. Alors, au programme ce soir, évidemment, vu l'actualité, là, même si je voulais faire autrement, je ne pourrais pas. On va essentiellement parler d'Ukraine, de Russie et des États-Unis. Où en est-on de la paix après ce fameux appel entre les deux présidents russes et américains? Quels sont les véritables enjeux? Ce sera mon deuxième point, notamment économique et énergétique, de la reprise du dialogue global entre les États-Unis et la Russie, qui sont en arrière-fond, mais c'est un gros arrière-fond, de ce qui peut être discuté sur le dossier ukrainien à proprement parler. Et puis un troisième point sur le Moyen-Orient, parce que ça déborde aussi de manière un peu contradictoire d'ailleurs, d'une certaine façon, sur la situation au Moyen-Orient qui est repartie dans une spirale un peu inquiétante. Bon. Alors, premier point, l'Ukraine. Comme je l'ai dit, l'un des enjeux de cette négociation qui a été, à mon avis, très partiellement publique, parce que c'est un appel de plus de 2h30, quand vous voyez les communiqués qui sont importants et qu'on va étudier, il y a évidemment bien d'autres choses qui se sont discutées. Je pense que les annonces qui ont été faites, dont je vais vous parler, avaient pour but essentiellement de permettre à Trump de sauver la face avec l'accord de Poutine, sauver la face vis-à-vis du reste du monde, vis-à-vis des Européens, vis-à-vis de sa population intérieure et vis-à-vis de ses ennemis intérieurs, surtout, évidemment, parce qu'il est en but à tout un tas d'accusations. On l'accuse d'être une marionnette de Vladimir Poutine, de tout lui céder, comme si c'était le sujet, de céder. Ça, c'est encore une terminologie, un lexique complètement déplacé par rapport à la gravité des enjeux. De toute façon, Donald Trump, il y a une réalité, c'est qu'il n'a pas vraiment toutes les cartes en main parce que la situation militaire est ce qu'elle est, et la situation aussi géopolitique globale est ce qu'elle est. Donc, il n'a pas non plus le choix de se montrer extrêmement brutal vis-à-vis de Poutine. Enfin, en tout cas, il a plus le choix que l'Ukraine, ça c'est certain. Mais Vladimir Poutine l'aide, et on va voir comment il l'a aidé. Et puis, deuxièmement, ces annonces servent à avancer, à permettre en fait la poursuite d'un dialogue sur l'Ukraine, mais surtout derrière et autour de la mise en place de ce grand accord, de ce grand marchandage que j'évoque depuis des mois, qui est vraiment clairement en cours maintenant, entre les deux hommes et entre les deux puissances. Et j'ai toujours dit qu'il y aurait des contreparties économiques, mais aussi politiques, à un accord sur l'Ukraine qui sera favorable à la Russie. Il y aurait des contreparties au Moyen-Orient, et c'est le cas, et c'est aussi en train de se dessiner, on va en parler. Ce qui est vrai aussi, c'est que Zelensky, quand on regarde un peu la presse internationale et anglo-saxonne, est en train de devenir le bouc émissaire, en fait, de l'échec de l'opération des néoconservateurs américains en Ukraine. Trump s'en sert d'ailleurs abondamment pour taper sur ses prédécesseurs. C'est un peu injuste, bien sûr, parce que Zelensky, encore une fois, n'a jamais fait qu'obéir à ses mandants. Vous savez que je suis pour le fait de dégonfler cette espèce de marionnette d'homme d'État indépendant, souverain, qui déciderait des choses qui se passent dans son pays ou pas. Concernant la guerre et la paix, ce n'est pas tout à fait le cas, à mon avis, même si, voilà, c'est le narratif. C'est le narratif dominant. Je m'en suis encore rendu compte hier soir sur un plateau de télévision. Donc, il ne fait qu'obéir, il essaie de négocier d'abord son sort personnel, et puis voilà, la façon dont ça va pouvoir se terminer finalement pour lui, in fine, parce que selon le type d'accord, bien sûr, qui sera à la fin trouvé,
son sort politique va être différent. Donc, en tout cas, il va devoir progressivement, et tout va être dans le progressif en fait, et peut-être dans ce qu'il va essayer de faire pour casser les avancées dans la formation de cet accord, il va devoir accepter progressivement les termes discutés par Trump et Poutine, qui, eux, discutent très globalement d'un équilibre des forces, à la fois d'un équilibre géopolitique, mais géoéconomique aussi. Bon, donc cet appel, 2h30, probablement le plus long entre les deux présidents de la Russie et des États-Unis depuis la guerre froide. Alors, du côté... ce qu'on peut voir, c'est quand même... Poutine a manifestement répété avec précisé tous les points qu'il avait déjà fait parvenir aux Américains depuis fort longtemps et très récemment via l'envoyé américain Witkoff qui était venu à Moscou la semaine dernière. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est de reprendre les deux communiqués et c'est pour ça que je l'ai fait. Parce que dans la forme et dans le fond, ils se répondent, mais c'est pas mal de voir comment les uns et les autres présentent les choses. Alors, je vous le lis brièvement, parce que le communiqué américain est assez court. Aujourd'hui, le président Trump et le président Poutine ont parlé de la nécessité de la paix et d'un cessez-le-feu en Ukraine. Les deux leaders se sont entendus sur le fait que ce conflit avait absolument besoin de se terminer et d'aboutir à une paix durable. Ils ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer les relations bilatérales entre leurs deux pays. Ils ont dit que le sang et l'argent, les moyens que à la fois l'Ukraine et la Russie avaient dépensés dans cette guerre seraient bien mieux employés pour les besoins de leur propre peuple. Bon. Ce conflit, donc c'est les Américains qui parlent, ce conflit n'aurait jamais dû commencer et aurait dû être terminé. On aurait dû y mettre une fin il y a déjà longtemps s'il y avait eu des efforts sincères et de bonne foi. Les deux leaders s'entendent sur le fait que ce mouvement vers la paix va commencer avec un cessez-le-feu sur les infrastructures et les infrastructures énergétiques. Voilà, les infrastructures au sens large et les infrastructures énergétiques. Et il y aura aussi des négociations techniques sur la mise en place d'un cessez-le-feu maritime, donc ce n'est pas encore le cas, en mer Noire. Il y aura des négociations qui vont débuter immédiatement au Moyen-Orient, probablement en Arabie Saoudite, sur ces points-là, pour un cessez-le-feu, alors là, comprehensive, enfin full, entier, complet, et pour une paix permanente. Donc des négociations d'ensemble vont se tenir désormais au Moyen-Orient, on verra où. Les deux chefs d'État ont parlé largement de leur coopération potentielle pour prévenir des conflits futurs au Moyen-Orient voilà, parce qu'ils considèrent que c'est une région de conflits potentiels importante. Ils ont discuté ensuite la nécessité d'arrêter, de mettre un stop même à la prolifération des armements stratégiques, ça c'est très important, et ils vont entamer des discussions avec d'autres pour arriver à une application la plus large possible de ce principe, c'est-à-dire de non-prolifération. Enfin, ils sont tombés d'accord sur le fait que l'Iran ne devrait jamais être en position de détruire Israël. Une petite phrase comme ça à la fin. Les deux chefs d'État ont dit qu'il y avait un grand avenir, en fait, de grandes possibilités pour une relation de dialogue bilatéral de plus en plus renforcée entre leurs deux pays, et que tout cela incluait d'énormes
accords économiques et une stabilité géopolitique lorsque la paix serait atteinte. Bon, donc là, que fait Trump? Il rassure les Américains, clairement. Il leur parle de paix, de business et de la sécurité d'Israël. Donc c'est le trio de choc. Côté russe, le communiqué est beaucoup plus détaillé. Et je vous le lis aussi parce que c'est intéressant. Les deux chefs d'État ont poursuivi un échange de vues détaillé et franc sur la situation autour de l'Ukraine. Vladimir Poutine a exprimé sa gratitude à Donald Trump pour sa volonté d'aider à atteindre une fin des hostilités et une fin des pertes humaines, et c'est un noble goal, hein, donc c'est un objectif noble. Le président russe, une fois qu'il eut confirmé son engagement fondamental, son implication fondamentale pour une résolution pacifique du conflit, a déclaré sa disposition à travailler en profondeur avec ses partenaires américains. Donc là, on est toujours en bilatéral. Je ne sais pas si, voilà, il n'y a pas d'Ukrainiens, il n'y a pas d'Européens. Donc il est prêt à continuer à discuter sur toutes les possibilités, toutes les façons possibles d'arriver à ce règlement du conflit. Mais ça doit être global, durable, et de long terme. Et bien sûr, ça doit prendre en considération les besoins absolus, la nécessité absolue d'éliminer les racines de ce conflit, de la crise, les intérêts légitimes de la Russie en matière sécuritaire. Dans le contexte de l'initiative américaine, donc du round d'avant, avec Zelensky, ce qui s'était passé après la rencontre Trump-Zelensky, de mettre en place un cessez-le-feu de 30 jours, la partie russe a souligné un certain nombre de points importants, notamment concernant la vérification, si vous voulez, le contrôle d'un cessez-le-feu possible tout le long de la ligne de contact, qui est très très longue, la nécessité que l'Ukraine stoppe sa mobilisation, stoppe le réarmement de ses forces, donc qu'il soit stoppé par ceux qui lui fournissent tout ça. Ils ont aussi souligné, la partie russe a aussi souligné l'incapacité de négocier du régime de Kiev et les risques associés. Alors ça renvoie à la fois à l'illégalité du statut du président Zelensky lui-même et probablement peut-être sa mauvaise volonté. Donc ils rappellent, les Russes, qu'ils ont à de multiples reprises saboté, violé tous les accords qui avaient pu être conclus dans le temps. Et puis, il rappelle aussi les attentats terroristes, c'est-à-dire les crimes sur des civils barbaric terrorist crimes, commis par des militants ukrainiens contre la population civile de la région de Koursk, en Russie. Il a été souligné que pour éviter toute escalade du conflit et pour travailler vers sa résolution avec des moyens politiques et diplomatiques, il fallait qu'il y ait une cessation complète de l'aide militaire à l'Ukraine et de l'aide aussi en renseignement. En rapport avec l'appel récent de Donald Trump, puisqu'effectivement le président américain l'avait fait, de sauver les vies des soldats ukrainiens qui sont encerclés dans la région de Koursk. Vladimir Poutine a confirmé que la partie russe était prête, guidée par des considérations humanitaires. Je vous lis, c'est pas moi qui invente. Si jamais ces soldats se rendaient, de garantir qu'ils auraient la vie sauve et de garantir qu'ils auraient un traitement décent, en accord avec les lois russes et les lois internationales.
Donald Trump a mis en avant une proposition pour les parties au conflit de faire donc un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques de 30 jours. Vladimir Poutine a répondu positivement et a immédiatement donné ordre à l'armée russe de s'arrêter en cette matière. Le président russe a aussi répondu de manière constructive à l'idée de Donald Trump de mettre en œuvre une initiative sur la sécurité de navigation dans la mer Noire et que donc il va y avoir des négociations plus développées dans ce domaine. Ensuite, il y a l'histoire de l'échange de prisonniers. Donc, il y aura un échange de prisonniers le 19, c'est-à-dire aujourd'hui, 175 contre 175. Et en geste de bonne volonté, 23 autres sérieusement blessés qui sont traités dans des hôpitaux russes, qui seront aussi transférés. Les deux leaders ont confirmé leur intention de poursuivre leurs efforts pour arriver à un règlement de la question ukrainienne in a bilateral mode, donc tous les deux, toujours pas d'Ukrainiens, donc en prenant en compte les propositions du président russe. Il y aura des groupes de travail qui vont être créés à cet effet, des groupes américains et russes. Et ensuite, ils passent aux questions internationales. Donc, ils disent qu'ils en ont parlé, qu'ils ont parlé de la mer Rouge, qu'ils ont parlé du Moyen-Orient, qu'il y aura des efforts conjoints pour stabiliser la situation dans les zones de crise, pour établir une coopération en matière de non-prolifération nucléaire et de sécurité globale. Et que tout cela contribuera à améliorer l'atmosphère générale des relations russo-américaines. Et il a rappelé, enfin dans le communiqué, est rappelé bien sûr le récent vote, qui pourrait être suivi d'autres, à l'Assemblée générale des Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies, d'une résolution regardant le conflit ukrainien. C'est le vote qui avait tant fait couler d'encre et de fureur et qui avait tant choqué de notre côté. Bon. Voilà, ils ont exprimé leur intérêt mutuel à normaliser, vous savez, c'est du discours diplomatique, mais c'est intéressant, normaliser les relations bilatérales en regard du fait, ça c'est très important pour la Russie aussi, que la Russie et les États-Unis ont une responsabilité en matière de maintien de la sécurité et de la stabilité mondiale. Voilà. Et donc là, ils ont manifestement couvert un certain nombre de domaines. Et ils terminent, un certain nombre d'idées ont été discutées concernant une coopération mutuellement bénéfique dans le domaine de l'économie et du secteur énergétique à long terme. Trois dernières petites lignes du communiqué, très importantes, puisque c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Bon, alors, ce qui est clair dans tout ça, c'est que les points russes n'ont pas bougé, à vrai dire. C'est arrêter la mobilisation ukrainienne, arrêter les armements fournis à l'Ukraine, et ça pose un problème bien sûr aux Européens. Il va falloir mettre les Européens au pas du point de vue américain. Évidemment, on sait que Zelensky n'est pas d'accord avec tout ça, et donc c'est pas demain la veille, à mon avis, qu'il va y avoir une rencontre Poutine-Zelensky. Voilà, Poutine a fait donc un certain nombre de gestes vers Trump, notamment les blessés très graves des forces armées ukrainiennes. Ça lui permet de sauver la face, de montrer que tout avance, etc. Le cessez-le-feu aussi sur les infrastructures énergétiques. Bon, en fait, la Russie a déjà détruit entre 70 et 80% du potentiel énergétique ukrainien, notamment depuis l'automne dernier, enfin depuis la fin de l'été. Et à vrai dire, l'Ukraine marche surtout avec des générateurs mobiles depuis déjà longtemps. Donc c'est, si vous voulez, là Poutine ne fait pas une grande concession.
Ça oblige en revanche les Ukrainiens à faire de même, c'est-à-dire à cesser aussi leurs frappes, notamment sur les raffineries de pétrole russe, ce qu'ils n'ont pas totalement cessé de faire, parce que pour l'instant, d'abord les frappes russes se poursuivent, notamment à Sloviansk, et les Ukrainiens, eux, ils ont tapé, alors d'abord en amont du coup de fil, ils ont voulu saper, bien sûr, comme d'habitude, il y a toujours un événement juste avant, ils ont tapé sur Belgorod, bon ça c'est population civile, et puis là, ils ont tapé sur une raffinerie, je crois, peut-être aujourd'hui, ce matin, je crois, une raffinerie dans la région de Krasnodar, en Russie, donc on n'y est pas encore, hein, on n'y est pas encore. Donc en fait, si vous voulez, je pense que cet appel a eu un effet important. C'est que Trump, maintenant, s'il n'avait pas encore bien compris, ou si on ne lui avait pas bien expliqué au sein de ses équipes, il a bien compris quelles étaient les véritables exigences russes et quelle était la véritable position de la Russie. Donc c'est à lui maintenant de décider ce qu'il veut faire, si vous voulez. Soit il force Kiev à se rendre à ces exigences russes, soit il relance l'escalade avec les risques que ça comporte. Les Russes, de leur côté, ils se répètent. Ils répètent ce qu'ils ont dit dans les documents du 17 décembre 2021, ils répètent ce qu'ils ont dit dans l'accord d'avril 22 à Istanbul, qui a été blackboulé par Boris Johnson. Ils répètent ce qu'ils ont dit aussi en juin 24, et puis même à plusieurs reprises pendant l'année. Simplement, pendant ce temps, l'armée russe avance, et puis maintenant, on parle en plus, bien sûr, des questions territoriales et de l'intégration, finalement, dans les concessions à faire par Kiev, des territoires aujourd'hui contrôlés par la Russie. Donc, d'ailleurs, les Ukrainiens s'inquiètent aussi d'Odessa. Enfin, ils font, à mon avis, beaucoup de ramdam autour, mais ce n'est pas la question d'Odessa elle-même. C'est pas Odessa elle-même qui est en danger, à mon avis, c'est autre chose. Mais c'est dans le cadre de la sécurité, effectivement, de la mer Noire, et je vais vous en parler plus en détail. Donc, en fait, en gros, Trump, maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Soit il coupe le rang, c'est l'aide militaire strictement et définitivement à l'Ukraine, soit il en laisse un tout petit peu, et ça veut dire que les Ukrainiens vont continuer un petit peu, mais que de toute façon, l'issue sera la même, et qu'ils se retrouveront dans une situation militairement encore plus dramatique, et qu'à ce moment-là, il n'y aura plus d'autres alternatives pour eux que d'admettre les exigences russes qui leur seront transmises avec peut-être quelques petits gâteaux pour faire passer la pilule, mais enfin qui leur sont transmises par Washington. Je ne sais pas. Je pense que les États-Unis comprennent que voilà, s'ils veulent vraiment un accord et s'ils ont besoin de Poutine sur d'autres fronts et qu'ils veulent conclure un certain nombre d'autres accords avec la Russie de manière beaucoup plus globale, très largement au-dessus du sort de l'Ukraine, il va falloir arriver quand même à répondre aux objectifs profonds et aux préoccupations profondes russes en matière sécuritaire. Donc, moi je pense que voilà, le plan secret, qui est peut-être d'ailleurs un plan sur lequel ils sont tombés d'accord tous les deux, c'est-à-dire poursuivre ces négociations, enfin qui n'aboutiront pas vraiment de manière forte, et laisser peut-être un petit peu symboliquement d'aide à l'Ukraine pour qu'elle s'épuise, pour qu'elle soit vraiment en situation difficile et pour qu'enfin on arrive à un accord sérieux. Donc il faut voir et il faut voir aussi la manière dont les États-Unis vont arriver à tordre le bras des Européens qui, eux, sont partis dans leur posture complètement ridicule
de poursuivre la guerre, de poursuivre le harcèlement, de poursuivre l'aide à l'Ukraine, de considérer la Russie comme une menace existentielle contre la sécurité de l'Europe elle-même et bien sûr de la France. Alors on voit que Trump est en train de les coincer parce qu'il est en train enfin, il y a des articles qui parlent du fait, je l'ai déjà évoqué, je crois, la semaine dernière, ou la semaine d'avant, du fait qu'il serait d'accord pour donner le commandement des forces alliées en Europe de l'OTAN à un Européen, un Anglais ou un Européen carrément de l'UE, c'est-à-dire un Français. Pourquoi pas? Mais ça, c'est une manière de les coincer. C'est une manière de les coincer et de les forcer à prendre leurs responsabilités, sachant que l'Amérique ne veut pas, l'a déjà dit, l'a déjà expliqué, donner de garanties de sécurité militaire à l'Ukraine et pas plus d'ailleurs, via l'article 5, à ses alliés européens, au cas où ceux-ci continueraient à vouloir s'impliquer militairement, directement et officiellement sur le territoire ukrainien aux côtés des forces armées ukrainiennes, et donc à engager une action de l'OTAN contre la Russie. C'est comme ça que les Russes le voient, c'est comme ça que les Russes l'interprètent publiquement. Voilà, donc le scénario le plus délirant, si vous voulez, il y a un moment où il faut quand même tirer les conséquences des paroles que l'on prononce. Et là, les conséquences peuvent être extrêmement graves pour les Européens. Il faut voir comment Trump va se débrouiller de tout cela. Et puis comment ça va se passer aussi au Moyen-Orient, puisque pendant que le théâtre ukrainien apparaît un tout petit peu plus sous contrôle global russo-américain, au Moyen-Orient, la situation se dégrade de nouveau. Alors, deuxième point, c'est l'arrière-fond économique de cet accord, de cet appel, et de cet accord qui est en germe, qui est en train d'être concocté par les Américains et les Russes. Alors là, ça m'a fait penser en fait à ce slogan, certains d'entre vous doivent s'en souvenir. En 1992, Bill Clinton faisait sa campagne et il avait un conseiller qui s'appelait James Carville et qui avait trouvé ce slogan « It's the economy, stupid ». Et ça voulait dire, bon, c'est-à-dire qu'en fait, la question de l'élection présidentielle aux États-Unis, ça se joue sur les questions économiques, donc ne l'oublie pas. Et d'ailleurs, Clinton l'avait emporté en 92, puis en 96, etc. Il avait bien compris le sujet. Et là, on voit bien que l'arrière-plan géoéconomique et géoénergétique de tout ce qui se discute là officiellement sur l'Ukraine, et nous avons le nez sur le guidon, bien sûr, est de cet ordre-là entre la Russie et les États-Unis. Donc, d'abord, le cessez-le-feu dans la mer Noire. Ça intéresse les Russes, bien sûr, qui sont attaqués, mais ça intéresse aussi les Ukrainiens, ça intéresse les Anglais, qui sont en train de mettre la main sur une partie du transport de céréales ukrainiennes, ça intéresse aussi les États-Unis. Alors, j'ai essayé d'expliquer ça sans grand succès, je dois dire, parce que, voilà, l'émission... Enfin, il y avait beaucoup de choses à dire, etc. J'ai pas pu vraiment expliquer ça. Hier soir sur BFM, où j'ai été invitée, à ma grande joie. Et donc, la question, c'est... les Ukrainiens sont inquiets de ce qui va se passer pour Odessa, etc. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'Odessa est un gage négociatoire que Poutine est en train de mettre en place. Il y a eu des frappes, pas sur Odessa, mais sur ses environs, etc. Depuis déjà plusieurs mois, il y a eu plusieurs attaques russes. Et on voit bien qu'il essaie de se mettre en position de dire, si on continue à ne pas comprendre ce que je demande, effectivement, je pourrais menacer Odessa, d'autant qu'il avait dit que c'était une ville russe, etc., etc. Mais je pense en fait que c'est un gage dans la négociation avec les Américains contre la reconnaissance de la Crimée. Parce qu'il se dit que parmi tous les scénarios envisagés par les équipes américaines, il y aurait aussi celui d'une reconnaissance par les États-Unis, et ça ce serait historique,
de la Crimée comme appartenant à la Russie. Alors, c'est pas pour la beauté du geste, ce serait un geste tactique qui permettrait d'encourager la Russie à faire un compromis plus pragmatique avec l'Ukraine, mais ce serait aussi, en termes géopolitiques et en termes d'ailleurs économiques, ce serait un véritable facteur de bascule, d'un game changer, comme disent les Anglais. Donc, il se dit que dans les équipes américaines, on envisage de reconnaître la Crimée et peut-être même d'arriver à obtenir de pousser les Nations Unies à le faire aussi, mais ce serait donc une partie d'un accord plus large sur l'Ukraine, parce que se passerait-il si demain la Crimée, qui a déclenché toute une salve de sanctions, quand les Russes ont pris la Crimée après un référendum en 2014, il y a eu des sanctions américaines très importantes, et européennes d'ailleurs, mais là, si les Américains reconnaissent la Crimée comme étant russe, ils pourraient lever les sanctions, et tout cela déverrouillerait en fait un certain nombre de pays, pas seulement européens, dans le monde entier, dans le sud global et en Europe, qui se sentiraient beaucoup mieux d'un seul coup et beaucoup plus à l'aise qu'ils ne le sont actuellement, puisque ces sanctions qui avaient été mises en place en 2014, elles ont des effets secondaires, si j'ose dire. C'est-à-dire que ce sont des sanctions contre la Russie, mais tous les pays voulant faire du commerce avec la Russie sont aussi touchés par ces sanctions, ce qu'on appelle les sanctions secondaires. Et ça bloque énormément, bien sûr, de marchés, de transit, d'accords, de coopérations diverses et variées. Donc, si vous voulez, ça permettrait en fait à la Russie, de pouvoir refaire du commerce avec énormément d'États facilement, à ces États de pouvoir le faire sans craindre des sanctions américaines, et à la Russie, en échange, de pouvoir ouvrir un certain nombre de marchés qui sont fort intéressants pour bien des États, et notamment les États-Unis, et qui se sont refermés, parce qu'avec toutes ces sanctions, on en est à, je ne sais plus combien, on en est à presque 30 000 sanctions, je crois maintenant, 29 000. Quand même, le marché russe, forcément, il a pris la place des étrangers dans bien des domaines. Et ce sont les industriels et les entreprises commerciales russes qui occupent les places qui étaient auparavant occupées par d'autres pays. Donc, à ce moment-là, ça débloquerait tout en fait, parce que il y a des pays en Europe qui sont favorables à la reprise du commerce avec la Russie, bien sûr, la Hongrie, la Slovaquie et d'autres, les Italiens, même les Allemands. Tout ça, évidemment, ça divisera un peu plus l'Europe, ça va fragiliser, si tant est qu'on pense que c'est parce qu'on est tous pareils ensemble qu'on est fort, enfin bon, ça va fragiliser les lignes internes de fracture européenne, mais ça va aussi, réouvrir des possibilités d'accords de coopération. Et c'est ce vers quoi il faut aller. C'est pour ça, hier j'ai essayé encore de le dire, la morale, l'idéologie, tout ça, l'émotion. C'est pas comme ça qu'on va aller ni vers la paix, ni vers le développement, quand on est européen. Mais enfin, bon. Donc, en tout cas, ça coincera l'Europe, l'Europe des européistes, l'Europe de Van der Leyen, l'Europe de notre président, etc., qui vont être mis devant un dilemme, c'est-à-dire soit ils continuent à développer des hostilités de manière hybride contre la Russie et à prendre des mesures unilatérales et des paquets de sanctions unilatérales, cette fois-ci donc couper des États-Unis à revers des États-Unis face à la Russie, ou alors ils comprennent que vraiment le vent a tourné et qu'il est temps aussi de prendre le virage et ils changent de politique. Ensuite, ça aurait des conséquences, si les États-Unis reconnaissaient la Crimée, ça aurait des conséquences militaires.
D'abord parce que ça forcerait les États-Unis, forcément, pour être logique, à empêcher l'Ukraine d'utiliser ses armes contre la Crimée. Bon. Et du coup, là aussi, les autres soutiens européens de l'Ukraine, qui la soutiennent comme la corde soutient le pendu, vont être aussi face à un dilemme, c'est-à-dire soit eux aussi arrêtent de laisser les Ukrainiens taper la Crimée quand ils le peuvent, soit ils se dissocient des États-Unis et ils se mettent en danger, parce qu'ils n'ont pas l'air bien de comprendre encore les Français, les Anglais. C'est qu'effectivement, s'il y a des troupes officiellement sur le territoire ukrainien, elles sont considérées comme des cibles légitimes, et ça a été dit, redit, on ne peut pas dire qu'on ne le saura pas, ou qu'on ne le savait pas, par la Russie. Donc, ça, si vous voulez, c'est une manière aussi, en fait, de reconnaître la Crimée, c'est une manière de tordre le bras aux Européens et de les remettre dans le droit chemin de la paix, ou dans le droit chemin de l'apaisement, en tout cas, d'arrêter ce massacre sans issue. Ça ne veut pas dire pour autant que Trump, à ce stade en tout cas, reconnaît les 4 oblasts, c'est-à-dire les 2 du Donbass du Haut, ce qu'on appelle la Novorossia aujourd'hui, et puis Kherson et Zaporogie. Pour l'instant, il ne les reconnaît pas. Donc il pourrait garder les sanctions de 2022 qui, elles, sont consécutives à l'entrée en Ukraine de la Russie. Et ça, ce serait un moyen de pression, même dans le cadre d'un accord à trouver vis-à-vis de Moscou. Bon, pour Moscou, ça fait partie de son territoire, mais il faut dire que il y a quand même un problème, c'est que quand les référendums ont été faits dans ces oblasts, les parties de ces oblasts qui étaient sous contrôle ukrainien, qui n'avaient pas été encore libérés par la Russie, de son point de vue, les autres pensant exactement l'inverse. Les gens qui étaient de l'autre côté de la ligne, si vous voulez, les Ukrainiens russophones du côté contrôlé par les forces ukrainiennes, n'ont pas pu se joindre au référendum. Ce qui rend sa légitimité, en tout cas, discutable dans le cadre d'une négociation par les Américains. Donc, tout ça, si vous voulez, ça peut permettre peut-être de trouver des moyens de moyenner, si j'ose dire, entre Poutine et Trump pour le bien ultime d'un accord plus global avec des points très importants qui sont évidemment ce qui tient à la démilitarisation de l'Ukraine et ce qui tient surtout à sa neutralité stratégique, c'est-à-dire au fait qu'elle ne puisse plus revendiquer jamais d'entrer dans l'OTAN. Donc voilà, on est dans un... Alors après, il y a des problèmes constitutionnels, c'est-à-dire que la révision constitutionnelle de 2020 empêche Vladimir Poutine de céder 1 centimètre de territoire russe. Or, il a intégré dans la Fédération de Russie formellement les 4 oblasts dans leur... c'est un peu compliqué ce que je vous explique, mais bon, je suis sûre que vous suivez. Dans leurs frontières administratives, donc normalement, il est coincé. Et puis du côté de Zelensky, il y a l'article 73 de la Constitution ukrainienne qui dit qu'il doit y avoir un référendum dans toute l'Ukraine pour toute modification du territoire souverain de l'Ukraine. Donc, vous voyez, on n'y est pas encore. Donc, là, alors, il y a vous savez, il y a ce qu'on appelle la diplomatie créative, c'est-à-dire trouver d'autres solutions, essayer de ne pas s'arc-bouter indéfiniment sur les mêmes points durs. Et l'une des définitions, c'est que finalement, dans cette zone, qui est donc celle qui sépare la partie contrôlée dans les 4 oblasts, la partie contrôlée, surtout dans 3 d'ailleurs, par les forces russes, des frontières officielles de l'oblast. Là, il y a une zone qui est encore contrôlée par les Ukrainiens, qui est une zone de contact militaire dur. Cette zone-là, ça pourrait devenir une zone politico-économique, éventuellement une zone hors taxe, vous voyez, une zone de commerce en fait, une zone où on mettrait pas mal d'argent,
et où finalement ça permettrait de rétablir et de renouveler, de recréer un commerce entre l'Ukraine et la Russie. Vous voyez que c'est de la diplomatie très créative, mais moi je pense qu'il faut aller vers des solutions très créatives, parce que sinon on s'en sortira jamais, et on n'aura jamais que des idéologues qui nous enfonceront dans des murs. Donc ce serait en fait, si vous voulez, cette zone qui est actuellement une zone convoitée et contestée, ça deviendrait finalement un pont, non seulement entre l'Ukraine et la Russie, mais entre la Russie et les États-Unis via l'Ukraine, puisque les États-Unis ont expliqué que leur garantie de sécurité, c'était essentiellement leurs entreprises américaines qui allaient s'installer, etc., et qui allaient faire en sorte que les Russes n'auraient pas intérêt, évidemment, à aller les taper en territoire ukrainien. Bon. Donc ça pourrait, tout ça, voilà, je ne sais pas du tout comment les Russes envisagent cela, mais ce sont des idées qui circulent, qui ne sont pas totalement absconses, et qui pourraient permettre, dans le cadre d'un grand deal global sur l'Ukraine, d'avoir des choses à donner, si vous voulez, du point de vue russe, contre des éléments beaucoup plus importants encore, probablement, c'est-à-dire cette reneutralisation de l'Ukraine au plan stratégique par rapport à l'OTAN. Bon, voilà, à voir. Est-ce que l'Ukraine ne perdrait pas au change dans les deux sujets? Ce qui est clair, c'est que tant que le territoire ukrainien est en guerre, le traité, les textes de l'OTAN empêchent de l'intégrer. Donc, si vous voulez, c'est aussi une manière de poursuivre indéfiniment cette espèce de statu quo pas vraiment formellement reconnu, où personne n'accepte véritablement qu'une partie des territoires lui échappe, contesté. Mais en tout cas, il ne peut pas y avoir d'OTAN tant qu'on est dans cet état-là. Hein, même de discussion sur l'Ukraine dans l'OTAN. Et de toute façon, j'espère bien que les Américains ont quand même compris que là, il fallait s'arrêter. Voilà, il n'y a que les Européens qui n'ont pas encore compris, puisque je crois même qu'il y a eu des déclarations françaises disant que l'Ukraine pouvait encore tout à fait candidater à l'OTAN si ça lui chantait, sa politique de la porte ouverte, etc. Si après 3 ans de guerre et plus d'1 million de morts, on n'a pas compris qu'il fallait en finir avec cette utopie, et que c'était comme ça qu'on allait sauver ce qui restait de l'Ukraine, c'est très très inquiétant. Bon, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point sur lequel je reviens rapidement, parce que je suis trop longue comme d'habitude, c'est un autre point géoéconomique qui est sans doute discuté très âprement en ce moment par les Russes et les Américains. C'est un projet qui touche l'Arctique, zone arctique extrêmement convoité aussi, où il y a beaucoup d'ambition, où il y a surtout des grands projets russes en œuvre, déjà en cours, si vous voulez, et notamment le grand gisement Yamal de gaz naturel liquéfié, et un autre qui s'appelle l'Arctic LNG 2, donc Arctique 2, gaz naturel liquéfié. Et là, il se dit aussi que il pourrait, voilà, la compagnie Novatek, qui est en fait derrière ce méga projet, si vous voulez, Arctic LNG 2, est en train de courtiser de nouveaux clients américains, européens et même indiens, qui, si les États-Unis liftaient un certain nombre de sanctions contre la Russie, qui avait cours contre la Russie, eh bien, pourraient désormais participer à ce projet, et en participant à ce projet, ils pourraient éliminer les investisseurs chinois qui, eux, comme ils n'ont pas voulu se mettre trop en porte-à-faux vis-à-vis des États-Unis, se sont soumis aux sanctions et se sont retirés du projet LNG Arctique 2. Donc, si vous voulez, il y aura un remplacement, et ça, du point de vue américain, c'est très intéressant, parce que ça sort les Chinois de ce projet, ça les pousse à aller vers des fournisseurs comment dirais-je, plus coûteux,
plus coûteux. Donc, il serait obligé d'aller vers des fournisseurs, je ne sais pas moi, de gaz naturel comme le Qatar, comme l'Australie. Bon, c'est quand même des alliés américains, donc là, il y a un peu plus de pression américaine possible sur ces fournisseurs possibles de la Chine. Ces fournisseurs, donc, ces substituts, si vous voulez, pour les Chinois. Donc, dans le cas d'une crise asiatique, il serait peut-être possible de... Vous voyez, les Américains réfléchissent très loin dans la perspective de leur affrontement ou de leur rivalité forte avec la Chine. Et donc, il y a tout un tas de projets, de scénarios qui sont échafaudés pour permettre au moins un tout petit bout du découplage entre la Chine et la Russie, même si le partenariat russo-chinois est quand même très puissant, très fort, et puis s'il faudrait aussi adjoindre peut-être des Japonais ou des Sud-Coréens à tout ça, mais ils ont aussi besoin de gaz naturel liquéfié, donc ils pourraient être intéressés. Donc vous voyez qu'il y a tout cet environnement dont on ne parle évidemment pas dans les communiqués que je vous ai lus au début, qui est en fait très puissant, très fort et très opérant dans le dialogue sur l'Ukraine tenu par Trump, Poutine et leurs grands subordonnés, comme je dis. Donc là, voilà, c'est peut-être un coin à exploiter du point de vue américain, mais tout ça, ça veut dire lifter les sanctions, parce que sinon les autres ne se mettront pas en contravention, en risque de subir des sanctions américaines. Donc c'est tout un processus qui peut commencer peut-être sur la Crimée, voilà, qui pourrait être le sujet, pas pour reconnaître la Crimée, mais parce que ça débloque en fait derrière toute une série de verrous commerciaux et ça réouvre un jeu important à la fois entre la Russie et les États-Unis, mais aussi avec bien d'autres acteurs. Bon, donc ça, on verra ce qu'il en est. Est-ce que les Américains vont faire ça? Bon, ils peuvent être très poussés à le faire parce que de toute façon, on voit bien que tout ce qui a été tenté contre la Russie n'a pas entamé sa résilience. Les sanctions, elle n'est pas en banqueroute, au contraire. Son complexe militaro-industriel ne s'est pas effondré non plus, au contraire. Il n'y a pas eu de retrait de l'Ukraine. Enfin, je veux dire, c'est quand même un fiasco, quoi. On n'a rien réussi de ce qu'on avait mis, de ce qu'on avait en tête. Donc voilà, et en même temps, je pense que du côté russe, ça peut être très intéressant aussi, d'abord d'avoir ce grand accord avec les Américains, parce que ça, je pense que c'est très important du point de vue russe, et de montrer que voilà, c'est de nouveau une puissance globale qui n'est pas discutable en fait, et qui n'est pas discutée, à part peut-être par les Britanniques ou par les Français. Mais les Russes, eux, peuvent avoir intérêt à revenir dans le jeu, j'allais dire en majesté, et en même temps à pouvoir reprendre un certain nombre de projets commerciaux avec tout un tas de pays qui veulent bien faire du commerce, mais qui ont peur avec eux, mais qui ont peur, comme toujours, des sanctions américaines. Donc ce serait intéressant. Et en plus, les Russes, bon... Je pense qu'ils ne veulent pas non plus aller jusqu'au point où l'Amérique, qui sait, à mi-mandat de Trump ou après, pourrait vouloir repartir dans l'autre sens, pourrait vouloir, si jamais il y avait une percée russe trop forte, c'est pour ça aussi qu'ils vont lentement, eh bien, je ne sais pas, tenter l'escalade, parce que ce serait leur va-tout. Et c'est pour ça aussi que la Russie se prête aux négociations alors qu'elle est en position de force. Moi, je pense que tout ça est très, très lié. Et en tout cas, c'est l'heure des compromis pragmatiques. Et je pense que les Russes sont extrêmement pragmatiques et que Trump aussi l'est. Donc, il faut espérer qu'on n'ait pas tout perdu, voilà, avec ça. Parce que l'issue de tout ça, ce serait quand même toute une ceinture, si vous voulez, qui réunirait non seulement les États-Unis et la Russie, mais pourquoi pas certains pays européens, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud. Ce serait vraiment un réseau, si vous voulez, de parties prenantes eurasiatiques, à l'échelle eurasiatique et même au-delà avec les États-Unis. Et tout ça, ça donnerait des
des incitations à maintenir un cessez-le-feu en Ukraine, à maintenir tout ça pour ne pas mettre en péril tous ces projets économiques. Donc c'est quelque chose de très important. C'est très très important. Donc on va voir dans quelle mesure tout ça va sortir petit à petit, ou si ça va rester complètement sous le radar. Mon troisième point, mais je serai brève parce que pour l'instant c'est assez compliqué. Donc le grand marchandage, et vous l'avez vu dans le communiqué américain notamment, touche aussi l'Iran et touche la relation irano-russe. Et tout cela se fait au moment où l'Iran est dans une position assez délicate et assez, avec des déclarations assez hostiles de ses dirigeants vis-à-vis des États-Unis, parce qu'il y a eu un certain nombre de frappes américaines sur les Houthis au Yémen, qui eux-mêmes frappent abondamment, y compris des porte-avions américains, y compris des frappes israéliennes, comme hier, une base aérienne israélienne avec un missile hypersonique. Bon, je ne sais pas si c'est le deuxième ou le troisième, enfin, voilà, donc je ne sais pas ce que font les États-Unis là, peut-être qu'ils... Je ne sais pas à quoi ça correspond par rapport à Israël de frapper ainsi le Yémen et de vouloir en finir avec la menace yéménite. Mais ce qui est sûr, c'est que le cessez-le-feu à Gaza est donc rompu, qu'Israël a repris ses frappes avec les pertes et les massacres d'innocents civils qui s'en suivent pour quelques responsables du Hamas. Tout cela, bien sûr, à un moment politiquement très opportun pour Benjamin Netanyahou, qui devait être encore en audience et qui, du coup, n'est plus là, hein, parce qu'il est de nouveau chef de guerre. Ça se fait au prétexte que les otages qui sont encore aux mains du Hamas ne sont pas rendus. Bref, on voit bien que tandis que les choses avancent doucement et de manière complexe, mais dans le sens d'un grand réordonnancement quand même des relations déjà entre les États-Unis et la Russie, au Moyen-Orient, certains cherchent toujours à mettre le feu aux poudres et à entraîner en fait les États-Unis dans un geste malheureux vis-à-vis de l'Iran. Donc là, c'est des frappes sur le Yémen, sur les Houthis, et c'est pour ça que c'est très important ce qui a été dit dans le communiqué américain après l'appel Trump-Poutine, c'est que manifestement, ils se sont entendus sur les questions de non-prolifération nucléaire et donc, en fait, sur le fait de ne pas permettre en fait, cette prolifération et en l'espèce de ne pas permettre à l'Iran de menacer Israël. Alors, est-ce que ça veut dire que l'Iran menace Israël parce qu'il devient nucléaire? C'est un autre sujet, c'est un autre débat très complexe qu'il faudrait aborder beaucoup plus longuement et en détail avec d'autres éléments. Mais voilà, on voit que la paix ne plaît pas à tout le monde, et pas seulement en Europe. Et pas seulement en Europe. Voilà, je vous quitte sur cette petite queue de poisson, mais qui traduit bien ce que je pense. Je vous souhaite une bonne soirée. S'il vous plaît, likez, partagez cette vidéo, inscrivez-vous à la chaîne pour tous ceux qui l'ont regardée jusqu'au bout et qui ne sont pas encore inscrits. Rejoignez-moi au sein du cercle Paix et Guerre et je vous souhaite une très belle soirée néanmoins et vous retrouve la semaine prochaine pour une 64e Mondoscopie. Bonsoir chers amis.